Retour sur ce plateau, nous retrouvons nos invités pour la suite de cette émission. Deuxième sujet aujourd'hui, Niger. Le Premier ministre Lamizène effectue une visite au Tchad. Le chef du gouvernement, le nouveau gouvernement nigérien, Ali Mohamed Lamizène, s'est rendu le 15 août au Tchad où il a été reçu par le président de la transition, Mohamed Idriss Déby Itno. Et selon une annonce faite par le gouvernement tchadien, nous sommes arrivés porteurs d'un message du chef de l'État nigérien, le général Tiani, qui exprime sa solidarité et sa fraternité et qui me demande de renouveler ce sentiment de bon voisinage et de bonne fraternité avec le Tchad et le Niger, a déclaré Ali Mohamed Lamizène dans une déclaration diffusée par la présidence tchadienne après la rencontre avec Idriss Déby Itno. Nous sommes dans un processus de transition. Nous avons expliqué les tenants et les aboutissants et réitéré notre disponibilité à rester ouvert et échanger avec toutes les parties. Mais nous avions insisté sur l'indépendance de notre pays. C'est ce qu'il a rajouté. Vous abordiez tout à l'heure cette question. C'est dit clairement. Je dirais, le train de la transition est engagé au Niger, en tout cas selon les nouvelles autorités, selon le Premier ministre. Il ne s'agit pas juste d'un Premier ministre à qui on pourrait attribuer tous les titres, mais c'est vrai, selon lui, un Premier ministre de transition, même si du côté du pouvoir déchu de Bazoum et de ses proches, on ne l'accepte pas comme ça. Au niveau de la CEDEAO, on ne s'est pas encore prononcé officiellement sur la question. Tu t'es mis donc en œuvre pour que la transition soit en marche. Et la première visite du Premier ministre, c'est justement au Tchad à côté, le Tchad, dont le président Mohamed Idriss Déby avait effectué la première visite au Niger après l'annonce des premières sanctions de la CEDEAO. C'était le 30 juillet dans le CEDEAO. Très bien. Vous avez compris que le premier chef d'État à avoir effectué un déplacement au Niger lors du début des chaleurs, oui, c'est bien le président tchadien. Et c'est lui qu'on visite aussi en premier. Voilà. Donc, c'est un message dans la mesure où les militaires se visitent, en soi, c'est un message. Très bien. Même malheureusement, le Premier ministre n'est pas un militaire. Il est porteur d'un message d'un militaire. Donc, et rien ne change sur le principe. Donc, je vais croire que la visite, entre-temps, de Mohamed Idriss Déby a suscité beaucoup de polémiques et beaucoup de commentaires et qu'on imputait à la CEDEAO comme quoi elle a envoyé plutôt la mauvaise personne pour dialoguer ou alors pour discuter avec le nouveau pouvoir nigérien. Et la réplique était que le président tchadien était plutôt au Niger compte tenu des relations, des liens personnels qui les lient aux militaires qui sont au pouvoir, qui n'avaient été un envoyé de la CEDEAO, même si on sait que c'est la CEDEAO qui lui a donné voilà, sa bénédiction. même s'il a reçu une bénédiction quelque part de la CEDEAO, officiellement, il est allé, selon lui, de lui-même. Maintenant, cela prouve combien les relations entre le Tchad et le Niger sont au beau fixe. Le Tchad a été aussi l'un des premiers à refuser une intervention militaire au Niger et a même interdit, entre guillemets, son espace pour des survols des appareils à l'attaque du Niger. Donc, même si aujourd'hui on essaie de classer le Tchad dans une gouvernance beaucoup plus à part, parce qu'on ne maîtrise pas trop le pouvoir tchadien, de la manière dont le fils Déby est arrivé au pouvoir, et d'aucuns le classent dans la liste des coups d'État sur le continent. Et on arrive sur le Tchad, on dit c'est un coup d'État. Moi, je le dis souvent, c'est un coup d'État recto verso à ce niveau, parce que je n'ai pas trop de qualificatifs à donner à ce coup d'État. Dans tous les cas, c'est un coup d'État qui s'est dessiné, mais un coup d'État épaulé et légitimé par le pouvoir français, et donc qui est en place, qui est tranquille aujourd'hui, et tout va bien. Même si c'est ça le cas, je ne pense pas que c'est le lien de coup d'État qui les unit, mais c'est peut-être d'autres intérêts. Ils ont parlé plutôt de fraternité entre les deux peuples. Voilà. C'est là justement le point culminant qui les a liés. Je précise que le Niger partage avec le Tchad près de 1600 kilomètres de frontières. Et donc, s'il y a un pays plus proche du Niger aussi, à part le Nigeria et le Bénin, l'Algérie, c'est bien le Tchad. Donc, il y a de quoi à ce que des pays limitrophes se parlent
cela dénote combien une institution ne peut priver les pays frères de la substance qu'ils ont en étant côte à côte. Donc en étant des mêmes villages ou alors des mêmes pays frères, aussi délimités juste par les frontières qui sont décidées ailleurs. Donc aujourd'hui, il y a lieu que l'Afrique, quoi qu'il arrive, qu'on s'essaie de trouver des amis dans le continent ou alors sur le continent et partager la même vision. Cela sous-entend la vision commune que ces deux-là sont en train de partager. Et là, le Premier ministre a évoqué la raison fondamentale pour laquelle il est arrivé là-bas. Je le disais tantôt, c'est là qu'il a dit clairement que le train de la transition est en marche et eux, ils sont maintenant ouverts. C'est là qu'il a dit qu'ils ne sont pas fermés au dialogue. Mais tout ce qui les intéresse, c'est le contenu de ces discussions-là. Pour l'heure, ils ont fini, en fait, la mise en place de leur gouvernance. Entre-temps, il n'y avait pas la nomination du Premier ministre. Donc, il n'y avait pas lieu pour eux de recevoir des délégations et alors d'aller à une quelconque discussion. Donc, il va falloir qu'ils mettent les bases nécessaires. Voilà, ils sont venus pour dire à Déby, voilà, écoutez, bon, tu es venu, tu nous as suggéré certaines pistes. Oui, nous avons fait ce qu'il fallait faire, mais tu vois, voilà l'agenda que nous sommes en train de suivre. Nous avons déjà un gouvernement de transition et nous voulons aller à la transition. Nous ne sommes pas venus pour rester au pouvoir, c'est pour rétablir l'ordre. Donc, nous voulons vous dire, il y a des choses à faire et vous voyez bien ce qui est en train de se passer dans notre région et nous partageons les mêmes choses. Donc, il va falloir que vous nous accompagniez également dans cette idéologie. S'il y a lieu de parler un même langage face à la CEDEAO, on y va. Donc, je pense que ce sont les raisons fondamentales qui ont poussé le Premier ministre envoyé par Tiani à aller rencontrer son collègue militaire qui est au pouvoir au Tchad. Germain, le Premier ministre Lamine Zeine a rencontré le président de la transition tchadienne. Occasion pour lui de les réitérer les salutations et les liens d'amitié, de fraternité entre les deux peuples. Je veux parler du Niger et du Tchad, mais surtout de rappeler qu'ils sont dans une logique de transition et qu'en plus de cela, ils sont ouverts au dialogue. Oui, tout à fait. Je pense, comme vous l'avez fait remarquer, la CEDEAO a envoyé le président tchadien dont le pays n'est pas membre de la CEDEAO. Et comme pour répondre à la CEDEAO, les nouvelles autorités nigériennes font leur première sortie vers le Tchad. Donc c'est une réponse à la CEDEAO? C'est une réponse quand ils se disent ouverts au dialogue. Le dialogue, c'est pas avec le Tchad. Le dialogue, c'est avec la CEDEAO. Mais puisqu'ils étaient l'envoyé de la CEDEAO chez eux, ils apportent une réponse à la CEDEAO, donc au Tchad, donc pour dire qu'ils sont ouverts, sauf que dans la pratique aujourd'hui, les autorités tchadiennes disent qu'elles ne sont pas prêtes à accueillir une mission de la CEDEAO parce que il y a un sentiment, les Nigériennes, voilà, que l'opinion tchadienne est un peu survoltée et qu'un accueil. Vous savez qu'avec le Tchad aujourd'hui. Toutes mes excuses. L'opinion nigérienne est assez survoltée contre la CEDEAO par rapport aux sanctions et aux menaces d'intervention. Et que dans ces conditions, ils pensent que l'arrivée d'une délégation de la CEDEAO pourrait être peut-être mal vue. Mais la réponse est là, c'est dire, comme l'a dit Dieudonné tout à l'heure, nous ne venons pas nous éterniser. Nous allons ouvrir une transition et nous sommes ouverts à un dialogue éventuellement sur la conduite de cette transition. Alors il n'y a rien de neuf en réalité. C'est exactement ce qui s'est passé au Mali, c'est exactement ce qui s'est passé en Guinée, même si les contextes sont un peu différents, et c'est exactement ce qui se passe donc au Burkina Faso. Les militaires se disent ouverts à une transition, sauf qu'ils ne sont pas toujours très pressés de boucler cette période de transition. Ils vont mettre en avant les questions sécuritaires. Il faut sécuriser le pays donc avant de passer à une nouvelle constitution, à de nouvelles élections et tout ça. Donc je crois que c'est le même scénario qu'on connaît assez bien. Et c'est en fonction et face à cela que certains, déjà dans l'opinion africaine et des pays comme le Togo, optaient déjà pour le dialogue parce que on sait que ça ne peut que finir comme ça, sauf malheureusement que dans le cas du Niger, ce n'est pas proprement parlé. Les militaires nigériens
qui pose problème, mais c'est un peu cette contagion-là qui a quitté d'abord un pays, qui allait à un second pays, à un troisième, à un quatrième, au point où aujourd'hui, géographiquement, toute la moitié de la CEDEAO, un peu plus de la moitié de la CEDEAO est dirigée par des militaires, et la CEDEAO pense que si rien n'est fait au Niger, ça peut contaminer les autres pays, et on se retrouverait peut-être un jour avec une CEDEAO entièrement dirigée par les militaires. C'est là où aujourd'hui les cas nigériens est un peu plus complexe, parce qu'en même temps, est-ce qu'il faut accepter cette transition aussi facilement que celle des 3 autres pays, au risque d'encourager d'autres militaires ailleurs à ouvrir aussi d'autres transitions, ou est-ce qu'il faut fermer définitivement la porte à cette volonté-là des militaires d'arriver au pouvoir? Là, c'est là où c'est complexe, sauf encore une fois que l'option militaire va être difficile à mettre en œuvre, et même si elle était mise en œuvre, ses conséquences seraient peut-être plus graves que si aujourd'hui on acceptait une transition au Niger et qu'on négocie avec les militaires et le gouvernement actuel sur la conduite de cette transition-là. Le Premier ministre est clair, c'est comme pour dire, nous ne sommes plus au niveau du coup d'État, parce que pendant longtemps on a dit tentative de coup d'État d'abord, alors que le coup d'État était consommé. Et donc depuis un temps, il faut se dire que c'est consommé avec la formation, la nomination d'abord d'un Premier ministre et la formation de son gouvernement. Aujourd'hui, le Premier ministre dit assez clairement au Tchad qu'il a déjà commencé par travailler sur une transition, et donc c'est probablement sur la transition que la CEDEAO peut discuter avec les autorités nigériennes actuelles, et qui se disent d'ailleurs ouvertes à ce dialogue. Pour moi, il faut saisir cette perche-là et avancer plutôt dans ce sens-là, faire en sorte que cette transition soit la plus courte possible, et qu'on ne se remette pas dans un autre scénario de pacifier le pays, de le sécuriser avant toute élection, et que ce retour à l'ordre constitutionnel-là puisse s'inscrire un peu dans cette transition-là qui est en train de s'organiser au Niger. Alors, que le message, vous l'avez dit, a été porté au Tchad, à l'endroit donc de la CEDEAO, puisque vous l'avez précisé, si on veut dialoguer, ce n'est pas avec le Tchad qu'on va dialoguer, puisque le Tchad n'a pas de problème avec le Niger fondamentalement. Alors, quel doit être aujourd'hui le rôle que va jouer le Tchad? C'est vrai, au début de la crise, le Tchad a été invité à ce sommet de la CEDEAO pour porter le message de la CEDEAO au CNSP, même si dans la déclaration officielle, c'est le Tchad qui s'était prononcé ou vient de proposer pour faire ce travail de bons offices. Quel serait peut-être aujourd'hui le rôle que va jouer le Tchad dans la résolution de ce conflit ou bien de cette divergence entre la CEDEAO et le Niger? Le Tchad va peut-être jouer le rôle que le Togo a pris malheureusement l'habitude de jouer ces derniers temps face au coup d'État. Et on semble aussi, quand on voit un peu sur la crise au Soudan, on voit que le Togo et le Tchad travaillent activement aussi pour régler cette crise-là. Et on semble voir s'établir un axe N'Djamena-Lomé qui est en train de travailler, parce que, comme le disait Dieudonné tout à l'heure, c'est curieusement à ces 2 pays qu'on attribue un refus de survol de leur territoire. Éventuellement, on ne sait pas si c'est confirmé ou pas, on le dit beaucoup, mais moi je parle d'une confirmation. Donc on dit que ces 2 pays auraient refusé. Donc ces 2 pays aujourd'hui pourraient aider la CEDEAO à renouer le dialogue donc avec les autorités tchadiennes, puisque finalement cette option militaire-là, en dehors de la France, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et un peu du Bénin, la plupart des pays et même des partenaires sont opposés à une telle option. Donc, dans les jours et les semaines qui vont arriver, probablement qu'on va beaucoup plus aller vers le dialogue. Et donc, la position du Tchad qui rejoint un peu la position du Togo, et le Tchad qui, encore une fois, ne fait pas partie de la CEDEAO, mais qui, dès les premières heures, a été dépêché donc au Niger, va probablement jouer un grand rôle, parce que ce que l'on craignait, c'est qu'on se disait les autorités tchadiennes sont assez proches de la France. La France compte
s'appuyer peut-être sur le Tchad pour attaquer facilement le Niger, puisqu'ils ont en partage une frontière assez longue, malheureusement, ou en tout cas heureusement pour l'Afrique. Ce pays-là aussi s'inscrit dans une politique de non-agression, dans un refus de l'option militaire. Et donc, à mon avis, le Tchad, qui n'est pas de la CEDEAO, pourrait travailler avec un pays comme le Togo et d'autres au sein de la CEDEAO qui sont contre cette intervention militaire-là, pour vite amorcer donc ce dialogue avec les autorités maliennes qui aussi montrent qu'elles ne sont pas là pour longtemps, qu'elles sont là pour une transition, et voir comment la CEDEAO et les nouvelles autorités pourront organiser cette transition-là. Je donnais le rôle peut-être qu'on pourrait attribuer au Tchad, puisque c'est là que le Premier ministre est allé porter son message de disponibilité maintenant à dialoguer. Quel pourrait peut-être être le rôle du Tchad dans cette crise actuellement? Alors, de facto, vous comprenez que le Tchad est devenu la voix et aussi l'oreille de la CEDEAO. Donc, la voix, aux premières heures, en apportant le message de la CEDEAO aux Nigériens. Quant à ce qui concerne les sanctions et aussi le conseil que le militaire peut donner à son collègue, à son confrère plutôt militaire. Alors, le Tchad a joué ce rôle aux premières heures de cette situation au Niger. Alors, rôle d'oreille maintenant, parce que la CEDEAO, ou non, le Niger plutôt retourne un message vers le Tchad, allez le leur dire. Alors, pendant que vous m'envoyez, alors on t'avait envoyé vers nous, voilà, nous on n'a plus le temps de ranger les choses, de ranger la maison plutôt, nous sommes prêts maintenant, voilà ce que nous sommes en train de faire. Ok, retourne dire à la CEDEAO, parce qu'officiellement, la CEDEAO, après la première rencontre, n'avait pas décidé d'envoyer une délégation officiellement, n'eût été la présence du fils Déby. Maintenant que les dispositions sont beaucoup plus prises et les choses ont avancé au niveau de la junte, il y a lieu d'aller retransmettre le message de la junte maintenant au Tchad et va dire maintenant à la CEDEAO, voilà ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes prêts maintenant pour le dialogue. Et donc, s'il y a lieu qu'il y ait un dialogue, que la CEDEAO prenne ses dispositions et envoyer maintenant une autre délégation et qu'on voie dans cette discussion-là une sorte de respect mutuel et aussi dans l'intérêt supérieur de notre nation. Donc, le rôle du Tchad, c'est d'être intermédiaire. Voilà, dans cette crise nigérienne. Même si aujourd'hui, beaucoup boudent la personnalité du fils Déby. À des raisons, des détails sur lesquels je ne vais pas revenir. Même si on boude la personnalité, la carrure du président tchadien à pouvoir jouer ce rôle d'intermédiaire. De facto, c'est lui qui est mieux placé aujourd'hui. Outre le Togo, qui est un ancien dans le domaine en matière de discussion, en matière de négociation, et qui d'ailleurs a amorcer certaines pistes de façon pas officielle, unilatéralement, et qui peut-être n'a pas plu au baron de la CEDEAO, même si ça ne les a pas plu. C'est la belle option que le Togo, lui, choisit toujours la voie de la paix, la voie du pacifisme. Et donc, le Tchad et le Togo, comme l'a dit Germain, sont aujourd'hui en bonne position pour jouer un bon intermédiaire entre le Niger et la CEDEAO. Même s'ils étaient hier à couteau tiré, il y a lieu maintenant que les choses avancent. Le coup d'État a eu lieu bientôt 1 mois. Donc, je me dis, les discours d'hier ne peuvent plus rester le même. Alors, si la junte change de discours et dit qu'aujourd'hui, nous sommes ouverts, nous sommes sur un point de transition, ça veut dire que des choses ont évolué. Voilà pourquoi je disais tantôt, il faut qu'au niveau de la CEDEAO également, que les choses évoluent, que les discours évoluent. Sinon, s'il n'y a pas de changement dans les discours, je ne pense pas qu'une bonne discussion, une bonne négociation peut avoir lieu. Le Tchad peut bien jouer son rôle d'intermédiaire, mais ne se portera pas en acteur des discussions, mais il ne peut que vouloir concilier les positions avec l'appui, bien évidemment, du Togo. Je ne suis pas à la place du pouvoir togolais, mais je sais que le pouvoir togolais, dans cette matière,
est bien fort et joue bien ce rôle. Alors, je voudrais qu'on analyse un peu une portion des déclarations de Lamine Zen qui dit quelque part, nous sommes dans un processus de transition, nous avons expliqué les tenants et les aboutissants et réitéré notre disponibilité à rester ouvert et échanger avec toutes les parties, mais nous avons insisté sur l'indépendance de notre pays. Qu'est-ce que vous y comprenez, vous, Germain? Oui, ben, c'est le même discours depuis un temps avec les militaires qui arrivent. Le premier à tenir ce discours-là, c'est bien évidemment le colonel Koïta. Voilà, et ceux qui arrivent après lui sont pratiquement inscrits dans la même lignée. Et après, probablement, ça va être le départ des Français du Niger. Et puis voilà, c'est un peu ça, l'indépendance. Donc, pour vous, l'indépendance, c'est le départ des Français? Non, je dis pour les militaires, c'est un peu ça, l'indépendance. C'est-à-dire qu'on ne veut plus une armée chez nous, même si aujourd'hui, il n'y a pas que l'armée française au Niger. Il y a les Américains, un peu plus de 1000 hommes dont personne ne parle. Il y a les Allemands, il y a les Italiens et tout ça. Aussi, il faut le préciser. Non, personne n'en parle, même si. Donc, vous voyez, donc après la cible, on va dire, bon, c'est la France d'abord, et puis vous allez voir que ça va vite arriver, puisque le président qui a été démis de ses fonctions lui reproche un peu cette soumission-là à la France et pratiquement d'être au service de la France. Donc, le Niger aujourd'hui, c'est un Niger qui se veut indépendant par rapport d'abord à la France. Ok. Donc c'est ça qu'on met dans l'indépendance. Je pense. Okay, après, c'est indépendant aussi par rapport à la CEDEAO. Qui voudrait imposer des choses parce que les militaires se disent aujourd'hui porter la voix du peuple. Même si ce n'est pas la meilleure façon pour le peuple de s'exprimer, on sait que c'est par les urnes que le peuple s'exprime, mais aujourd'hui, les militaires disent qu'ils font la volonté des populations et utilisent assez savamment aussi la rue pour atteindre ces objectifs. Quand on voit toutes les manifestations qui sont organisées après en soutien au coup d'État, donc on veut dire, voilà, c'est le peuple nigérien qui a pris cette option-là, c'est une option de la souveraineté. Le Niger veut se prendre en main et on parle aussi d'économie, on veut disposer de nos richesses aussi, ne pas les brader à un ancien colonisateur et tout cela. Donc c'est un peu ce discours d'une jeunesse africaine qui se réveille et qui veut prendre les choses en main, donc qui refait surface, un peu comme au Mali et au Burkina Faso. Et donc, le point sur la souveraineté devient important pour ces pays-là. Et on a vu surtout au niveau du Mali, ce qui s'est passé même surtout à la tribune des Nations Unies, où les Maliens sont allés réitérer cela et à ce moment sont en train de demander le départ de soldats de l'ONU, voilà, même de l'ONU, okay, donc du Mali. C'est dit que les pays veulent se reprendre en charge, quitte à tisser d'autres partenariats d'égal à égal, pas avec des partenaires qui viennent un peu en patron, mais des partenariats d'égal à égal. Et donc aujourd'hui, l'accent sur la souveraineté est un discours qui est très policé et qui est très utilisé par les militaires qui viennent, un peu comme pour dire que les présidents qui étaient là étaient placés par le colonisateur et donc poursuivaient la colonisation. Aujourd'hui, l'émancipation des peuples passe par ces militaires et c'est ce discours-là qu'ils sont en train de véhiculer et qui semble aussi avoir un écho favorable dans une certaine opinion, donc en Afrique et particulièrement donc au sein de la jeunesse. Donc, quand le Premier ministre nigérien tient ce discours-là, c'est pour dire que nous n'allons pas nous soumettre à la CEDEAO, nous n'allons pas continuer à suivre la volonté de la France et de tous ces pays partenaires qui sont là et qui, depuis toutes ces années, n'ont pas aidé à résoudre notamment le problème de la sécurité. Donc aujourd'hui, après, on se dira, peut-être on est ouvert à l'arrivée de Wagner ou on se dira, on est ouvert à une collaboration plus accrue avec la Russie qui, depuis un temps, se montre
très amical avec les pays africains, surtout en difficulté avec les questions sécuritaires. Et donc, je pense que c'est le remake de ce qui s'est produit au Mali qu'on est en train de voir se reproduire donc au Niger, avec un Premier ministre aussi qui peut-être qui n'a pas la même éloquence que Choguel Maïga du côté du Mali, mais qui est pratiquement dans la même droite ligne, avec la même rigueur dans le discours que la transition malienne. Et je pense que c'est une nouvelle race de militaires qui veulent faire les choses à leur manière et qui entendent collaborer, parce que vous avez vu la solidarité qui s'est manifestée quand la CEDEAO a menacé de pouvoir recourir éventuellement à la force. Donc tous ces pouvoirs militaires-là veulent construire une ceinture et collaborer beaucoup plus, et c'est sans doute aussi avec l'appui de la Russie qui est déjà assez présente dans les deux autres pays. Donc souveraineté, bon, le discours passe, mais après, est-ce qu'il y a une réelle souveraineté? Ça c'est discutable, mais sur les questions sécuritaires aujourd'hui, je pense que ces militaires-là ont envie d'apporter une solution. Et c'est sur ce point-là qu'ils arrivent très facilement donc à avoir une opinion favorable au sein donc dans leur pays. Alors, Dieudonné Sewonou, vous, ce que vous dites de cet extrait du discours de Lamine Zeine, je vais vous reprendre peut-être quelques portions. Nous sommes dans un processus de transition. Nous avons expliqué les tenants et les aboutissants et réitéré notre disponibilité à rester ouvert et échanger avec toutes les parties, mais avons insisté sur l'indépendance de notre pays. Tout à fait, tout à fait. Et le gros lot d'ailleurs de ce discours se trouve à la fin, à la dernière partie. Mais avons insisté sur l'indépendance de notre pays. L'indépendance de notre pays. Et plus loin, je dirais, aujourd'hui, la nouvelle révolution insiste sur l'indépendance, en tout cas de l'Afrique. Je ne me résume pas au Niger, mais je parlerai de l'indépendance de l'Afrique. Je pense que les nouvelles voix qui s'élèvent aujourd'hui au sujet de l'Afrique face à ces anciens colons, c'est bien l'indépendance réelle du continent. Et donc, lorsque le Premier ministre nigérien parle de l'indépendance de leur pays, dans un premier temps, c'est par rapport au discours, aux discussions qui vont avoir lieu. Qu'on ne sera pas prêt à subir la pression d'une force étrangère, à être des exécutants d'une force étrangère. Nous sommes un pays souverain. Et donc, nous avons, notre manière d'organiser et d'orienter les choses, quitte à ce que cela réponde à, comment dirais-je, à la satisfaction du peuple nigérien. Cela, nous n'avons pas de compte à rendre, entre guillemets, à une France quelque part, à un États-Unis d'Amérique quelque part, ou alors à l'Allemagne quelque part. Nous n'avons pas de compte à rendre à l'opinion internationale forcément, mais nous voulons tout faire selon notre rythme qui arrange, bien évidemment, la sécurité de notre pays et aussi la liberté totale dans notre pays, la souveraineté de notre État. Je pense que c'est ce message qui est envoyé. Donc, si le Premier ministre le dit, cela voudrait dire qu'il sous-entend certaines mains et qui sont en train de tirer sur les ficelles dans l'ombre et qui font que les discussions vont peut-être prendre une tournure de procuration. Une tournure de procuration, autrement dit, qu'on aura à respecter la pensée d'un acteur qui n'est pas sur le terrain, mais qui influence les discussions, qui influencent les négociations. Alors c'est le signal fort pour dire, en réalité, si vous venez en tant que mandataire, je ne pense pas que vous trouverez un interlocuteur vraiment disponible pour vous répondre. Donc, venez en tant qu'Africain et que nous essayons de trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Mais toutefois, le Niger reste Niger et n'a pas de compte à rendre à d'autres forces étrangères. Merci beaucoup pour vos analyses. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on vous retrouve pour la suite de cette émission.